Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. Z comme ZUP. Bonjour Renaud Epstein. Bonjour. Alors vous êtes maître de conférence en sciences politiques. Alors vous me l'avez dit hors antenne, j'ai déjà oublié l'université. C'est à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Voilà, au moins c'est pratique autant que celui qui est concerné le dise. Et vous êtes aussi chercheur au CEDIP. Alors c'est quoi le CEDIP ? Le CESDIP, le Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, qui est un laboratoire interdisciplinaire qui réunit des sociologues, des politistes, des juristes, des historiens qui travaillent vraiment sur la police, la justice, la prison. Et surtout, vous avez une grande connaissance des politiques urbaines. Il y a un ouvrage important que vous avez écrit sur la rénovation urbaine dans son histoire. Mais vous êtes là pour un projet étonnant, qui n'est pas très radiophonique, mais je m'en excuse, mais on va en discuter. Vous collectionnez les cartes postales sur ce qu'on appelle les ZUP ou des cités de grands ensembles, et on va le préciser. Vous avez un fil Twitter où tous les jours depuis... Alors là, moi je vous suis depuis 4 ans, mais je pense que c'est encore plus loin que ça. J'ai été recherché il n'y a pas longtemps parce que la question m'est régulièrement posée, j'avais oublié la date. En fait, j'ai commencé en 2014, début 2014. Donc ça fait maintenant 7 ans qu'effectivement, chaque jour, je publie une carte postale, je publie sur Twitter le scan d'une carte postale d'un grand ensemble d'habitat social avec toujours le même gimmick, le même message. Un jour, une ZUP, une carte postale suivie du nom du quartier représenté et de la commune dans laquelle il s'inscrit. Donc c'est dans ce cadre-là que vous êtes là et évidemment c'est l'occasion aussi de revisiter une unité urbaine qui est rentrée dans le patrimoine, on va dire, urbanistique français, mais aussi dans l'imaginaire collectif, puisque on peut entendre régulièrement, moi qui viens d'une cité, où on disait « je viens de la cité », c'est intégré l'idée de dire « je viens aussi de la ZUP », mais on va en reparler. Alors, ce qui peut peut-être faire un... Avant de reprendre un peu le fil de l'histoire, on va peut-être prendre dans le sens à l'envers. Ça a démarré comment, cette histoire de commencer à regarder les cartes postales ? Est-ce que c'était presque une boutade ou il y avait déjà une petite idée ? Parce que globalement, ça va être le thème de notre conversation. On ne va pas rentrer dans tout le détail de ce que peut avoir la réalité photographique. On va plutôt se fixer sur les questions urbaines. Mais est-ce qu'il y avait en tête la petite boutade ou le côté un peu esthétique, sympathique, ou déjà de se dire, tiens, il y a quelque chose à faire, à regarder un peu l'histoire de certains territoires à travers ce petit format. Renaud Epstein. Alors on est toujours tenté de réécrire l'histoire et j'aimerais bien pouvoir vous faire un beau récit, vous dire que depuis le départ, j'avais un projet et que ce projet va bientôt se concrétiser par la publication d'un ouvrage. Mais la réalité est beaucoup plus prosaïque. La réalité, c'est que j'ai un petit problème. Je suis malade à l'idée d'arriver en retard quand j'ai un rendez-vous. Et donc chaque fois, il se trouve que je suis sociologue, je travaille depuis... plus de 25 ans sur les politiques urbaines et plus spécifiquement sur ce qu'on appelle la politique de la ville, la politique qui est dirigée vers les quartiers populaires des périphéries urbaines. Et j'ai commencé à travailler là-dessus quand je faisais mon mémoire de DEA. Donc déjà, je dis mémoire de DEA, ça vous dit à peu près quel âge j'ai, puisque un mémoire de M2, ce qu'on appelle aujourd'hui un mémoire de M2. Et mon mémoire portait sur la politique de ce qu'on appelait à l'époque de développement social des quartiers, plus spécifiquement sur un quartier à Roubaix qui s'appelle le quartier des Trois Ponts. Voilà, c'était mon premier terrain. J'étais fin d'études, j'avais des rendez-vous pour interroger des responsables associatifs, des acteurs divers, variés, des habitants dans ce quartier. Moi, je venais de Paris et j'étais malade à l'idée d'arriver en retard à un rendez-vous. Donc, j'arrivais toujours, malheureusement, c'est encore tout souvent le cas, j'arrive 10 minutes, un quart d'heure à l'avance pour pas être en retard. Et bon, voilà, quand on arrive 10 minutes à l'avance à Roubaix, mois de mars, il fait froid, on n'a pas envie d'attendre dehors. Donc, j'allais me mettre dans un rad, dans un café, prendre mon petit café à 9h du matin à côté d'autres personnes qui buvaient des choses un peu plus fortes à la même heure. Ce qui me permettait d'ailleurs de découvrir des pratiques qui, vu le milieu social d'où je venais, étaient assez inhabituelles. Moi, dans mon entourage, on boit pas un calva à 9h. Mais voilà, c'était du terrain aussi, ça. Et bon, voilà, donc je prends mon café au comptoir d'un rad à Roubaix et là, je vois un petit tourniquet
un petit tourniquet à carte postale, comme il y en a en fait encore dans les cafés. Et je regarde, et bon, il y avait diverses cartes postales, tout un peu jaunies, parce que vous imaginez bien, on est dans les années 90 déjà, on n'écrit plus trop de cartes postales, ou beaucoup moins en tout cas, et donc cartes postales vieillissent. Et en regardant ces cartes, voilà, je tombe sur une carte d'un grand ensemble, en l'occurrence pas celui des 3 points, un autre grand ensemble de Roubaix. Je trouve ça marrant. J'ai pas d'autres mots à l'époque. Tiens, c'est marrant. Voilà, je sais pas, je pense qu'à l'époque, mais j'avais pas du tout pensé en d'autres termes, je trouve ça marrant. Donc j'en prends 2 et j'en écris une à un copain, voilà, pour rigoler. Et puis j'en garde une. Et puis, j'ai pris cette sorte d'habitude. Comme ensuite j'ai continué à faire beaucoup de terrain, j'ai été consultant et donc je faisais une sorte de métier consultant, surtout quand on s'occupe de politique territoriale comme moi, c'est devenir VRP, sillonner la France, un jour dans un quartier, un jour dans un autre. Et voilà, j'ai pris cette habitude d'aller, alors d'abord quand j'en trouvais comme ça dans un rad, je prenais une carte postale et puis ensuite de me mettre un peu à les chercher. Et puis chaque fois j'en envoyais une, j'en gardais une. Et puis je me suis mis à les accumuler. Et puis appelant l'accumulation, quand je voyais, je passais devant un vide-grenier, une brocante, il y a toujours un petit stand de cartes postales. J'allais fouiller et puis je me suis retrouvé, il y en a plein. Et on n'a pas idée de l'ampleur de la production de cartes postales représentant des grands ensembles d'habitat social. Et voilà, il y a eu cette accumulation pendant... alors qui n'était pas systématique. Là, je vous la présente, l'impression que c'était devenu quelque chose d'organisé. Non, c'était comme ça, un peu aussi au petit bonheur la chance. Jusqu'au jour où qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que d'abord, j'ai tellement accumulé que je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire ? Ça, au début, c'était dans un tiroir, puis le tiroir a débordé. Et un jour, j'ai moi-même acheté, toujours dans une brocante, une sorte de petit présentoir à carte postale, comme il y en a dans les cafés. Alors, pas un qui tourne contre le mur. Et je l'ai accroché chez moi et j'ai rangé mes cartes postales. Et c'est devenu déjà un truc un peu de déco chez moi. Et puis les copains qui venaient, qui m'interrogeaient, qui regardaient, qui disaient, celle-là, elle est dingue. On s'est mis à en parler. Et puis je voyais bien que ça prenait, ça encourageait mon propre goût pour la recherche de ces cartes postales. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu tellement. Et alors là, j'arrive pas. La question m'a déjà été posée. J'arrive pas à me souvenir à quel moment je me suis dit, tiens, je vais basculer de ce stockage chez moi, cette exposition à domicile, vers une publication sur Twitter. J'arrive pas à me souvenir quand c'est arrivé, mais c'est arrivé. Et depuis, quand j'ai vu les réactions que ça a suscité, que ça continue de susciter, ça m'a encouragé toujours plus à aller en chercher. J'ai depuis découvert qu'on pouvait trouver plein de cartes postales qui n'avaient pas besoin d'aller faire des vides-greniers et mettre les mains dans ces bacs qui sentent pas bon pour trouver des cartes, mais qu'il y a maintenant des sites internet, il y a une sorte de plateforme de marché, de place de marché de la carte postale où... je vais vous avouer quelque chose. Vous savez, on passe beaucoup de temps en ce moment sur Zoom, etc. Quand je m'emmerde dans une réunion sur Zoom, et Dieu sait que je m'emmerde dans des réunions sur Zoom, je suis universitaire, je continue à écouter ce qui se passe et pendant ce temps-là, je vais faire mes courses sur de cartes postales en ligne. Voilà ce qu'on appelle optimiser son temps. Alors, ce qui est, on va reprendre un peu le fil dans le sens inverse maintenant, c'est ce qui est flagrant dans ces cartes postales, et c'est vrai qu'il y a un côté fascinant de les voir les unes derrière les autres, je sais qu'on en a accumulé des milliers, c'est qu'on a presque la cristallisation d'une époque, et d'une époque, je dirais, où non seulement on a l'impression que tout était possible, mais on avait foi en l'avenir. Alors, je me suis un peu renseigné, j'ai vu que je ne savais pas de quand datait la ZUP. Donc j'ai appris, j'ai regardé ça un peu ennuyé. Et je vous voilà, fin des années 50, alors les décrets, je ne rentre pas dans les détails, en 57, disons qu'on va dire, voilà, ça se lance en 58 ou 59. Et donc effectivement, là on est dans la période faste, on va dire, je dirais même presque le pic des 30 Glorieuses. On est dans une logique, et donc on a l'impression, regardant ces cartes postales-là, qui ne datent pas toutes de la même époque, mais qui commencent à dater à peu près 10 ans après, mais vous me corrigerez, que là tout d'un coup, il y a une volonté, peut-être presque naïve, de se dire, voilà, ça c'est la vie moderne, d'une part, et surtout qui augure des lendemains qui chantent pour les gens qui vont y habiter. Est-ce que je me trompe en vous disant ça ?
Non, 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 non. Alors, je voudrais juste revenir sur la question historique et des dates parce qu'elle elle est intéressante. La ZUP, la zone à urbaniser par priorité, qui est un dispositif juridique pour organiser l'expropriation de propriétaires fonciers et la construction de très grands ensembles d'habitations et d'équipements, parce qu'on l'oublie toujours, ces quartiers sont des quartiers qui sont pas juste des cités dortoirs, ou plutôt elles ont jamais été pensées exclusivement sur des fonctions résidentielles. Il y a la ZUP, en tout cas par rapport à d'autres production urbaine, y compris de la même époque, se caractérisait par le fait qu'on pensait simultanément les logements et l'ensemble des services qui étaient nécessaires pour une vie qu'on appelait à l'époque une vie communautaire. Donc des locaux associatifs, des espaces culturels, des écoles, des équipements sportifs. Alors c'est juste un petit rappel qui me semble important. Des commerces, évidemment. Et vous avez d'autant plus raison, c'est qu'on a presque une application, pour les gens qui ont un peu de lettres en question urbaine, de la charte d'Athènes, on n'y reviendra pas, mais c'est vraiment... un copier-coller, parce que c'est absurde de dire ça, mais en tout cas, on a mis en pratique une certaine théorie. Ah, tout à fait. Hein. Séparation des fonctions, rejet des circulations à l'extérieur, urbanisme sur dalle dans certains cas, bon, etc. Libérer des espaces libres pour le soleil, l'air, la nature. Oui. C'est une source d'inspiration évidente et revendiquée. Hein. Si je reviens à l'histoire des ZUP, la création, c'est donc journal officiel, décembre 58, j'ai oublié la date exacte. Ce qui est très intéressant, si vous prenez le journal officiel, vous avez donc un décret qui institue la procédure des ZUP, et juste après, vraiment le décret suivant publié dans le même journal officiel, c'est un décret qui met en place la politique de rénovation urbaine. Donc la politique gaulliste de démolition des faubourgs ouvriers et des bidonvilles, et ces deux politiques les décrets qui leur donnent naissance sont sur la même page du journal officiel, et ça a été au cœur de la politique urbaine gaulliste qui a transformé radicalement le visage de nos villes et leur morphologie, la structure socio-spatiale, parce que d'un côté, c'est une politique qui a organisé on serait en 2021, on dirait la gentrification urbaine, et d'un autre côté, une politique qui a organisé la construction d'ensembles modernes dans les périphéries des villes. Alors, moi, je publie sous le titre « Un jour, une ZUP, une carte postale ». La grande majorité des cartes postales de grand ensemble que je publie ne sont pas des ZUP. Alors, j'utilise ce terme parce qu'il claque et il fait écho à un imaginaire, mais des ZUP en France, juridiquement, il y en a eu à peu près 200. Des quartiers qu'on pourrait qualifier... Aujourd'hui, si je prends les quartiers qui sont visés par la politique de la ville, on est, suivant les moments, les procédures, entre 1500 et 2500. Donc ça veut dire que la grande majorité des quartiers qu'on va identifier, nous, avec notre regard, comme des cités, des zones sensibles, des grands ensembles, peu importe comment on les appelle, ne sont pas des ZUP. Voilà, ça c'est un premier point. C'est d'ailleurs peut-être un peu dommage, parce qu'on regarde, dans le cadre des ZUP, il y avait sans doute plus de pensée architecturale que dans le cadre d'autres opérations menées dans d'autres cadres. Oui, il faut vous interrompre 10 secondes, c'est pour prolonger ce que vous dites, c'est d'insister là-dessus, c'est que quand on regarde la fiche Wikipédia de la ZUP, c'est assez intéressant parce qu'on voit à quel point ça a touché quasiment la quasi-majorité du territoire français. Donc il y en a peut-être peu, mais c'est une grande dissémination et ça a aussi modifié le territoire. Ah, tout à fait. L'ensemble de la France, en tout cas l'ensemble de la France métropolitaine, a été couverte par des ZUP. Alors il y a eu aussi des opérations d'aménagement dans les colonies, notamment en Algérie. Il y a eu toute une politique très... une politique vraiment au sens plein du terme, une politique qui était une politique d'aménagement, mais qui était une partie prenante de la politique de colonisation et de maintien de l'emprise française et l'emprise politique face à des mouvements nationaux. Il y a eu aussi des grands ensembles qui ont pu être construits dans les départements d'outre-mer, qui restent départements d'outre-mer, mais jamais sous la forme de ZUP, à ma connaissance. Maintenant, je voudrais revenir à la question que vous disiez tout à l'heure en disant, voilà, c'était une époque, croyance dans le progrès. Effectivement, c'est frappant, mais ça a commencé avant les ZUP. Et il y a toute une production de cartes postales sur le logement social dès l'origine du logement social.
dès les prémices même du logement social. Hein. Il y a pas mal de cartes postales, des habitations à bon marché de l'entre-deux-guerres. Il y a ce qu'on a coutume de présenter comme le premier grand ensemble ou les premières tours de la région parisienne, celle de la cité de la Muette à Drancy, qui ont donc là été construite dans l'entre-deux-guerres, ont donné lieu à une production cartographique de cartes postales absolument colossale. Et tous les quartiers d'habitat social qui ont pu être produits dans les années 30, fin des années 40, début des années 50, avant même les UP, ont donné lieu déjà à cette célébration par les cartes postales qui est assez intéressante, et avec des prises de vue qui effectivement donnaient à voir à la fois comme toutes les autres cartes postales qui étaient échangées, la monumentalité, hein, il y a des angles de vue, on cherche à donner, à voir cette grandeur de l'ensemble, mais aussi, on le voit dans certaines d'entre elles, avec la mise en scène d'équipements sociaux, culturels, sanitaires qui pouvaient être produits, donner à voir cette idée que, notamment dans les villes communistes ou les villes de la banlieue rouge, ces grands ensembles qui sortaient de terre, c'était la cité radieuse, au sens, non pas au sens corbuséen nécessairement du terme, mais c'était effectivement la ville idéale qui était en train de se construire. Et alors, cette vision qui est quasi de revendication politique à travers la carte postale, ou de propagande pourrait-on dire, quand bien même elle était produite par des acteurs privés. Hein. La carte postale, c'est un marché, voilà. Elle s'est prolongée, mais à mesure que les grands ensembles sont multipliés, que les cartes postales de grands ensembles sont multipliées avec des dizaines, voire des centaines peut-être même d'éditeurs. Il y a quelques gros éditeurs qui en ont fait beaucoup, mais il y a énormément de petits éditeurs locaux, en général souvent l'imprimeur du bled, qui, pour optimiser ses machines, au moment où il n'avait rien à imprimer, les faisait tourner en sortant quelques cartes postales, parce que, voilà, il faut se souvenir que il y avait des centaines de millions de cartes postales qui étaient écrites chaque année. Hein, à une époque où on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de SMS, on n'avait pas de réseaux sociaux, et donc la carte postale était le canal privilégié de la petite communication quotidienne dans une France qui par ailleurs devenait mobile, d'exode rural, et donc on écrivait à tati, à tata, qui était resté au bled, dans la Creuse ou je ne sais où, et donc on prenait un peu n'importe quoi n'importe quelle carte postale qui pouvait traîner, et j'imagine de la même façon qu'on envoyait un jour une carte postale de la mairie ou de l'église, on prenait la ZUP, on mettait une petite croix, tiens, j'habite là, et c'était une manière de donner à voir le quartier, avec d'ailleurs, quand on lit le verso des cartes postales, on se rend compte aussi des rapports assez ambivalents, ou plutôt qu'ambivalents, des rapports très contrastés. Certains qui mettent en scène le quartier, regarde comme c'est beau, regarde on habite, on a accès à l'eau chaude, etc. D'autres qui critiquent ce quartier, voilà, on est dans des cages à lapins, etc. Ou qui décrivent simplement la vie du métro boulot dodo, hein, un peu dur de l'ouvrier des 30 Glorieuses. Mais la très grande la majeure partie de ces cartes, elles, ne parlent pas des grands ensembles. Elles les représentent, mais ce sont juste des médiums de la petite communication quotidienne de la France, effectivement, de cette France qui se projetait dans un avenir radieux. Et ces cartes postales, elles-mêmes mettaient en circulation, faisaient circuler partout en France l'image de ces grands ensembles. Parce que vous l'avez dit, on en a construit partout. Effectivement, on en construit dans toutes les villes et toutes les régions industrielles. Maintenant, une bonne partie de la France rurale, qui, au lendemain de la guerre, regroupait quand même la majorité de la population, et qui était une France dans laquelle il n'y avait pas de voiture, dans laquelle la mobilité vers la grande ville était quand même, la mobilité pendulaire en tout cas, était quasiment inexistante. On y allait un moment dans sa vie, éventuellement. Une majeure partie de cette France n'avait pas de contact direct ou de contact visuel avec ces quartiers qui étaient en train de transformer la France. On en parlait à la télé, mais tout le monde n'avait pas la télé, loin de là. Ces cartes postales ont aussi été, je pense, les premiers moments de mise en circulation de cette image de la France qui se transforme. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on va s'attarder un petit moment là-dessus. On a effectivement tout ce que vous racontez, c'est cette vision, je dirais, positiviste de ce qui est montré à travers la carte postale. Ça renvoie aussi à quelque chose de plus profond et de sorte d'intervention politique aussi sur le territoire. Et, on est dans une époque où des grands intellectuels jusqu'à des acteurs qui font la ville, on se disait
globalement, je vais faire court, changeons la ville, changeons la vie. Et on s'est retrouvé avec des alliances objectives, en tout cas c'est l'impression que ça donne, entre des revendications qui pouvaient disparaître sur cette volonté de changer la ville et un pouvoir politique à gérer un territoire. Et donc on a l'impression qu'il y a une forme de... Quand on voit ces cartes postales et ces grands bâtiments, on voit tout de suite le fruit d'un dirigisme d'État assez fort et en même temps d'une époque où on pouvait l'accepter plus facilement. Évidemment, la France de l'après-guerre est une France planiste. Voilà, alors elle est à la fois dans les politiques publiques. On a un commissariat général du plan qui organise la reconstruction, puis le développement. Elle est aussi dans les sphères intellectuelles. C'est intéressant de voir qu'il y a une forme d'alliance, j'allais dire alliance objective, mais c'est pas objectif, une forme d'alliance entre des intellectuels, des technocrates, à la fois communistes, gaullistes, j'allais dire sociodémocrates, mais en fait surtout keynésiens, qui, par-delà toute une série d'oppositions qui peuvent combattre sur toute une série de plans, mais qui se retrouvent autour de l'aménagement du territoire et la planification urbaine. Alors ça vaut au niveau national. Ça vaut aussi au niveau local et il ne faut jamais sous-estimer l'alliance qui a pu avoir lieu entre les gaullistes et les communistes autour des politiques urbaines où finalement tout le monde y trouvait son compte. Les maires communistes étaient très 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 favorables à la construction massive de logements sociaux dans leur territoire pour des raisons idéologiques, parce que ça répondait aux besoins j'allais dire leur électorat, mais des ouvriers de leur population. Ça permet et les gaullistes, au niveau local ou régional, ils étaient bien contents de voir s'organiser une répartition de voir leurs pauvres partir, leurs ouvriers partir. On faisait la rénovation urbaine, on démolissait l'habitat ouvrier et ils allaient se reloger à Ivry, à Saint-Denis, chez les cocos. Et donc c'était simple, chacun chez soi et chacun finalement entretenait son bastion. Et donc tout le monde y trouvait à peu près son compte. Ça au niveau local, au niveau politique. Au niveau national, c'était aussi là, très intéressant. Moi, je suis très frappé quand on relit les travaux de collègues historiens sur la période, moi-même, je ne suis pas spécialiste, mais il m'arrive de faire quand même un peu d'archives. De voir la croyance qu'il pouvait y avoir de la part d'acteurs qu'on peut situer sur tous les spectres, sur l'ensemble du spectre politique et idéologique, la croyance dans les vertus de cette forme urbaine, les croyances dans les vertus économiques, dans les vertus sociologiques, dans les vertus sociales, culturelles, dans l'idée que... c'était qui ? Je crois que j'arrive plus à me souvenir. Là, je pense à un texte en particulier. J'arrive plus à me souvenir quel est l'auteur. Bon, c'était un haut fonctionnaire du ministère des ponts, de l'administration des ponts et chaussées. Le ministère de l'équipement. Oui, c'était même avant l'équipement. Il devait être encore le MRU, ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, l'équipement 64. Je pense que c'était juste avant, à vérifier. Dans lequel, finalement, il disait... ces grands ensembles, et notamment parce qu'on y pense, l'équipement, les équipements scolaires, les équipements culturels, sont le meilleur instrument pour contrer la lutte des classes. Pour passer d'un régime de lutte des classes à un régime de collaboration de classes. Mais c'est ce qui est une autre manière de formuler le projet corbuséen d'homme standard ou de reprendre l'idéologie contemporaine de la mixité sociale. Si Chambardelot n'aurait pas pu dire exactement la même chose. Mais exactement, il aurait pu le dire, il l'a peut-être écrit, je sais pas, mais c'est l'idée, si on veut vivre dans les mêmes quartiers, le cadre, le contremaître et l'ouvrier, qui ont des intérêts de classe antagonistes, mais qui vont collaborer, ils vont être dans les mêmes équipements, on va socialiser la réponse à un certain nombre de leurs besoins de logement, besoins d'éducation, et ils vont passer dans les équipements sociaux, dans un régime de collaboration de classe. Et comme ça, face à la menace socialiste, socialo-communiste, etc., on va par le bas, par l'aménagement urbain, en répondant à des besoins sociaux, mais aussi en organisant cette collaboration de classe, on va repousser le spectre, la menace qui faisait tant peur.
alors va s'organiser un temps de cette réalité urbaine qui est la ZUP, qui fait que tout d'un coup, les choses vont commencer à se déraper, voire, jusqu'au bout de la logique, à se dégrader. Vous l'évaluez à partir de à quel moment, ça? Alors, j'ai du mal à dire tout d'un coup. Ouais, ça, c'est clair. Voilà. Parce que, là encore, quand on reprend les critiques à l'égard de cette forme urbaine du grand ensemble sont contemporaines de leur construction. Oui, qui sont contemporaines de leur construction. Je vous renvoie là sur un très beau livre de Marc Bernard, Sarcellopolis, qui a été réédité il y a quelques années. Donc Marc Bernard était une sorte d'anard de droite, on pourrait dire, qui avait dû avoir le Renaudot ou je ne sais pas quoi. Et un jour, le Figaro l'Aurore, veut faire un papier pour incendier, au nom du patrimoine, les grands ensembles, incendier Sarcelles, puisque c'était l'emblème, Sarcelles qui est en train de se construire, et demande à Marc Bernard d'aller faire un reportage, d'écrire un papier sur Sarcelles. Marc Bernard dit ok, mais moi je ne vais pas y aller faire un papier, je vais y aller, je veux y habiter, je vous ferai des chroniques. Il part, il nous décrit comment il part. Il habitait dans une sorte de taudis dans Paris, quoi, dans un endroit qui aujourd'hui doit valoir 20 000 balles le mètre carré, mais c'est un taudis à l'époque. Et il va habiter à Sarcelles. Il en sort des chroniques qui ont été réunies dans ce livre, Sarcellopolis, qui est merveilleux. Merveilleux, d'abord parce que c'est une très belle écriture, ça nous décrit très bien cette construction, et ça nous montre aussi le mélange de fascination et de rejet que suscite ces villes modernes, comme il l'écrit, la ville moderne, à l'époque. Il est envoyé pour incendier ça, et il est fasciné. Il est fasciné par ce monde qui est en train de se construire. Et je trouve que ce livre nous dit bien que dès le départ, dès la construction, il y a ce mélange d'intérêt, de fascination et de rejet. Maintenant, si je reprends au-delà de Marc Bernard, on a coutume en histoire urbaine de dater, de mettre quelques petits éléments de basculement, 71 et citer des 4000, un fait divers, le patron du bar tabac, le Narval de mémoire, qui tue un blouson noir, il sort à la 22, il tue un jeune. Et ça a fait la une de la presse pendant une semaine. Petit moment d'émoi, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour que tout le monde y raconte n'importe quoi pendant une semaine et oublie tout au bout. Le ministre de l'équipement là, de l'époque, Albin Chalandon, vient suite à ce fait divers dans le quartier et dit, je trouve ça génial, il dit c'est la première fois que je mets les pieds dans un de ces quartiers qu'on appelle un grand ensemble. Puis il continue comme ça, en gros pour dire c'est vraiment une horreur, c'est horrible, quoi. Voilà, c'est criminogène, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est suite à ça, quelques mois après, qu'il va alors à la fois publier une circulaire qui met fin à la construction des grands ensembles, en tout cas dans un premier temps dans les villes moyennes. Ensuite, 2 ans plus tard, il y aura une autre circulaire d'Olivier Guichard, circulaire de 73, qui a un nom officiel que je trouve génial, qui s'appelle Ni bar ni tour. Voilà, les choses sont dites. Là, c'est fin de la construction. Mais donc, Albin Chalandon, il vient en 71, il dit allez, on arrête. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, il dit on va monter un groupe de travail qui va réfléchir, alors ça s'appelle Habitat et vie sociale, à la vie sociale dans ces quartiers. Et donc, pour la première fois, va se mettre en place au sein de l'administration, à un moment, on va commencer à penser ces quartiers qu'on a pensés dans un angle purement aménageur, un truc d'ingénieurs qui construisent. Y compris quand on traite le social, c'est sous l'angle de l'aménagement, avec des équipements sociaux qu'on va construire. Voilà. Pour la première fois, on va se mettre à penser à ces quartiers du point de vue de leur fonctionnement, de leur vie sociale. Et c'est ce qui va donner naissance, quelques années plus tard, à la politique David. Mais si j'en reviens, donc 71, basculement pour la première fois dans la presse, il y avait déjà une fois le journal Elle, qui avait fait une une sur ce mal des femmes modernes, la sarcellite. Ces femmes qui arrivent et qui dépriment dans leur quartier. Bon bref, 71. Et puis ensuite, progressivement, à mesure que la France va rentrer dans la crise, un chômage qui va devenir un chômage de masse, etc. Bon, des difficultés qui vont s'amplifier, des difficultés sociales qui vont s'amplifier dans l'ensemble de la France, et particulièrement dans les territoires ouvriers et populaires, que sont ces quartiers. Donc il y a, tout au long des années 70, des petits signes comme ça de changement d'image, mais pour moi, le vrai tourment, c'est l'été 80, avec ce qu'on appelait à l'époque les rodéos des Minguettes, donc ce qu'on appellerait aujourd'hui des émeutes, mais voilà, ce qu'on appelait les rodéos des Minguettes, et qui arrive à un moment très particulier. Deuxième quinzaine de juillet 81, c'est-à-dire 3 mois après l'élection de François Mitterrand. 2 mois après l'arrivée d'un gouvernement socialiste avec des communistes.
Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, bon, voilà, il y a ces petits trucs, ces micro-émeutes, hein, franchement, dans les Minguettes. Quand je dis micro, comparé à ce qu'on a pu connaître depuis. Oui. Et ça fait la une du Figaro, ça fera ensuite la une de Paris Match, l'ouverture du 13h, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la droite et la France conservatrice s'est pris un coup sur la tête, quoi. Hein. Il fallait aller planquer les lingots en Suisse, les communistes étaient là, quoi. On a peur, et là, pour la première fois, 2 mois après, première opportunité politique de réaction vraiment forte. Et sur le mode, je vous l'avais bien dit, et en gros, voilà, les socialo-communistes sont là, et c'est la chienlit. Les crouilles sont en train de foutre le feu, respectent plus rien, respectent plus la police. Mais c'est ça, mais franchement, il faut relire les papiers qui sont sortis à l'époque. C'est avec des termes qui seraient intolérables aujourd'hui. Et cet événement, un petit événement local, hein, je ne dis pas qu'il n'a pas eu d'importance, au contraire, il a eu énormément d'importance dans l'histoire politique et sociale française. Parce que pour la première fois, il y a une mise en visibilité nationale de ces événements, de ces quartiers. Ensuite, la première, suite à ça, vont être lancées les premières politiques dirigées vers ces quartiers, politique de développement social des quartiers, et surtout, ça va suite à ce premier moment en 81, il y aura aussi un deuxième moment qui va venir exactement du même endroit, hein, de l'Est lyonnais, en 1983. C'est en réaction à des violences policières, en réaction au racisme policier, il va y avoir le lancement de la marche pour l'égalité et contre le racisme, tristement renommée Marche des Beurs par la presse, qui va donc aboutir après plusieurs semaines de traversée par une vingtaine de marcheurs de la France à cette grande marche à Paris qui va réunir aux alentours de 100 000 personnes, une délégation qui est reçue par François Mitterrand et qui va projeter sur la scène publique et dans le débat médiatique 2 choses. Alors première chose d'abord, ça va rendre visible des jeunes Français, comme on disait, issus de l'immigration ou de la deuxième génération, on disait ça à l'époque. Voilà, on va remplacer la figure traditionnelle du travailleur immigré, le vieil arabe qui baisse les yeux, qui va travailler et qui retournera au pays, par la figure de ces enfants qui sont là, qui sont nés là, qui sont arrivés là quand ils étaient tout petits, qui ont grandi là, qui ont été à l'école ici, et qui, contrairement au fantasme qu'avait la France vis-à-vis de leurs parents, qui ne vont pas repartir, ils sont là, ils font partie de la communauté nationale. Et leur message, qu'est-ce que c'est? Leur message dans cette marche, c'est de dire, on veut juste l'égalité. On est français, on veut être traité comme les autres Français et on ne l'est pas. Et on veut avoir une vie digne comme les autres Français. On veut que nos quartiers qui ont été construits il y a 30 ans, qui n'ont jamais été entretenus, on ait le droit d'avoir des conditions de vie comme les autres. Et on veut que dans ces quartiers, les flics arrêtent de nous violenter, etc. Et donc il y a eu vraiment ce deuxième moment de cristallisation qui a rendu visible non plus des quartiers émeutiers, mais des quartiers un peu politiques, mais surtout donner à voir le fait que, oui, on avait en France des quartiers, ces grands quartiers qui avaient incarné le progrès de la classe ouvrière, etc., sont devenus les quartiers immigrés, ou les quartiers des descendants de l'immigration. Et je crois que ce retournement, à la fois, alors même que ça vient d'un mouvement social qui demandait l'égalité, etc., a été un moment qui a profondément changé la représentation sociale de ces quartiers, où d'un seul coup, on s'est pu regarder une question urbaine, une question sociale, mais une question raciale, même si on ne l'a jamais formulée explicitement dans ces termes-là. Voilà, et donc les moments de basculement, je vous les place là du point de vue des repères, du point de vue du débat public. Parce que si je regarde du point de vue sociologique ou du point de vue de la transformation de la structure de la population, en fait, il n'y a pas de basculement. C'est un continuum, un lent mouvement où progressivement, c'est ceux qui avaient accédé à ces quartiers à partir de la deuxième moitié des années 70, ceux qui étaient en mesure d'aller accéder à la propriété, à l'habitat pavillonnaire, sont partis.
Ce qui n'était pas absurde du point de vue, je dirais même la manière dont ces quartiers avaient été pensés dans les politiques du logement. C'est-à-dire des quartiers avec des loyers réduits où on y arrivait, on accumulait de l'épargne et à terme on pouvait aller habiter ailleurs. Mais là, ça s'est amplifié et ça s'est surtout amplifié parce que à partir de 77, la France, les politiques urbaines en France ont radicalement changé. On a pu chercher à produire du logement social, réduire le prix du logement, produire des grands ensembles. On a ouvert les vannes de l'accession privée, de l'accession pavillonnaire. Et donc, progressivement, il y a eu en France aussi ce que les Américains appellent du white flight. Les blancs, les petits blancs, moyens blancs, sont partis de ces quartiers. Les HLM, au début, ne voulaient surtout pas de Noirs et d'Arabes. Ils les ont fermé les portes, ils n'avaient pas accès au logement social. Puis au bout d'un moment, pour un bailleur social, avoir un logement vacant, ça coûte de l'argent. Donc, ils ont laissé rentrer. Alors, au début, en essayant de cantonner dans des immeubles particuliers, les plus pourris. Puis au bout d'un moment, un peu partout. Et comme aux États-Unis, ce mouvement s'est amplifié. Et ces quartiers qui étaient des quartiers de promotion ouvrière plutôt, et qui réunissaient l'élite ouvrière et un peu toute la population, sont devenus des quartiers à la fois de plus en plus spécialisés socialement et de plus en plus spécialisés d'un point de vue ethno-racial. Et alors après, évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il va se prolonger des tas de programmes urbains, banlieue 89, des choses comme ça. Mais je voudrais qu'on rentre dans un temps 3 et comme ça, on va se rapprocher du sujet du départ. Mais c'est important de faire ce détour parce qu'il faut absolument qu'on prenne bien conscience de ce qu'a été ces territoires urbains. Et ce que j'appelle un temps 3, c'est on va dire le temps des habitants. Alors, vu comme ça ne veut pas dire grand-chose. Et j'ai un exemple en tête qui, moi, m'avait beaucoup marqué la première fois que c'est apparu. Et comme beaucoup dans la doxa, j'ai réagi évidemment de façon négative. C'est de voir ces gens quand on bombardait, c'est pas le mot, quand on a détruit via un système d'artificier des tours, et voir les gens pleurer quand les tours tombaient. Et pourquoi j'appelle ça ce temps des habitants, c'est que tout d'un coup, et on va revenir à la réalité de vos cartes postales, c'est ce que moi ça m'a renvoyé, c'est qu'effectivement des gens ont habité là, des gens ont incarné ces lieux et des gens ont aimé ces lieux. Et enfin, et c'est toujours un peu la même histoire, c'est toujours ces habitants qui passent à la fin, on commence à faire ressortir leurs paroles, leur vie, et je dirais toute la consistance, et je le prends au sens littéral du terme, qui s'est constitué pendant toutes ces années. Est-ce que est-ce que cette chronologie vous va ? Ouais, elle me va, et en même temps, elle nous raconte d'où on parle, vous et moi. Parce que ce temps des habitants, il a toujours été là. Ce que je veux dire par là, c'est que... Je reprends, vous avez raison, c'est pour reprendre un peu votre logique sur le débat public. Tout à fait. Non, mais vous avez raison de le préciser. Mais parce que les formes d'attachement à ces quartiers, ils s'inscrivent, mais je dirais à ces quartiers comme à tout autre, nous sommes tous et nous sommes toutes attachés au quartier dans lequel nous avons grandi, même si nous ne l'aimons plus, nous y sommes attachés. Et je pense que l'émotion que suscitent les cartes postales que je peux envoyer chaque jour, moi j'ai des réactions sur Twitter de gens qui y habitent et qui découvrent, c'est comme ça, c'était comme ça, etc. Je pense que c'est la même. Moi je sais que j'habite pas loin de la librairie où nous sommes en train d'enregistrer, à Ménilmontant. Il n'y a pas longtemps, en fouillant toujours alors là vraiment dans un vide-grenier, je tombe sur une carte postale de mon immeuble, une carte postale qui doit dater de entre 1900 et 1914, voilà. Et j'ai été saisi de la même émotion en voyant cet immeuble que, je pense, toutes les personnes qui voient leur tour, leur bar quand je la poste sur Twitter. Voilà, nous sommes attachés à ça. Donc, il y a toujours eu ça. Maintenant, si je reprends votre question qui est pertinente sur la redécouverte par ceux qui n'y habitent pas dans ces quartiers et par ceux qui organisent la démolition aujourd'hui ou la stigmatisation, la démolition de ces quartiers, la découverte que, ah ben merde, quand on est en train de démolir ses habitants et qu'on prétend le faire pour le bien, beau lapsus, j'ai dit démolir ses habitants, quand on est en train de démolir ces quartiers. Pour moi, c'est pas un lapsus. Je pense que c'est malheureusement représentatif de ce qu'ils ont pris toutes ces années. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, on a des responsables politiques qui croient bien faire. Moi, j'étais absolument frappé en faisant un nombre assez quand même conséquent d'entretiens d'élus, de responsables d'urbanistes, de responsables du monde HLM, de voir que
à quelques exceptions près, hein, je dirais quelques vraies ordures, mais la plupart d'entre eux, ils pensent vraiment bien faire, ils pensent bien faire pour les habitants de ces quartiers. Hein, on a tellement construit l'idée que ces quartiers sont des quartiers pathogènes, des ghettos, et on a tellement présenté ces quartiers exclusivement sous l'angle du problème, voire de la menace, et puis ces quartiers ont été tellement mal entretenus, mal gérés pour certains d'entre eux que les habitants, ils revendiquent d'être mieux traités, etc. Que tous ces acteurs ont été vraiment intimement convaincus que la démolition qu'ils organisaient, c'était pour le bien des habitants de ces quartiers. Et que, à la limite, l'enjeu était tellement fort qu'on n'avait même pas besoin de les consulter, on n'avait même pas besoin de leur demander. Et même si on leur demandait et qu'ils nous disaient non, on veut pas que ce soit démoli, en fait, ils étaient aliénés, quoi, ils se rendaient pas compte. Et donc, on le faisait pour leur bien. Et effectivement, quand ils ont réalisé que dans certains cas, il pouvait y avoir des mouvements d'opposition, que le jour où on organisait vraiment la démolition, et en plus comme on l'a fait en tout cas jusqu'à la fin des années 2010, de manière complètement théâtralisée, avec feux d'artifice, musique, avec les régimes d'implosion. Voilà, on le fait plus, hein, ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des trucs plus en grignotage, des grues qui bouffent progressivement. Mais voilà, pendant 20 ans, fanfare, trompette, le maire qui arrive, qui appuie sur un bouton. À ce moment-là, feu d'artifice, hein, il y a eu que feu d'artifice et boum, explosion, la tour tombe ou la barre tombe. Ces monstres urbains qui, en 2 secondes, tombent comme un château de cartes. Et effectivement, les habitants du quartier réunis pour le spectacle, qui sont là, et systématiquement, les journalistes qui sont là, et tout le monde voit. Les gens pleurent. Ouais, les gens pleurent. Bah oui, quand vous voyez cet immeuble dans lequel vous avez grandi, vos enfants sont nés, vous êtes mariés, vous avez passé 20 ans, c'est votre vie qui tombe par terre. Et le symbole est quand même d'une violence sociale extrême. Finalement, tous ces souvenirs, tous ces endroits où vous avez passé votre vie, ça ne vaut plus rien. Et je crois que oui, les acteurs qui ont organisé ces politiques n'avaient pas idée de ça. Et d'ailleurs, ça les a marqués, un certain nombre d'entre eux, à tel point que y a une nouvelle politique qui s'est mise en place. Alors non seulement on est passé de la dynamite à la grignoteuse, mais tout un travail extrêmement fin de préparation psychologique à la démolition, à la disparition. On vous met des travailleurs sociaux, on fait venir des artistes en résidence qui vont venir travailler avec vous sur la mémoire. On va faire tout pour vraiment atténuer cette violence et apparaître comme plus respectueux aussi de la mémoire. Et ce qui me semble, alors je le dis de façon critique, et je pense que de toute façon l'acte de démolition et l'acte de relogement contraint est un acte violence sociale, dès lors qu'il y a cette violence, si elle peut être atténuée par un certain nombre de pratiques qui permettent à ceux qui en sont victimes de passer outre, c'est quand même c'est pas totalement négatif. Alors, on va pas tarder à conclure. J'avais une question, c'est presque une forme d'hypothèse. En regardant vos cartes postales et de voir un peu l'histoire que vous nous avez en partie racontée, parce que c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe, mais on a un temps limité. Et puis dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire que on a des phrases « je viens de la ZUP », qui fait presque une sorte de marqueur social, genre « je connais la rue », enfin, vous voyez, dans tout ce qu'on peut avoir. Quand on associe ces éléments de langage qui sont passés presque dans le langage courant, dans une sorte de conscient collectif, même pas d'inconscient, de conscient collectif, et si on les associe à vos cartes postales que vous postez tous les jours, je me demande si on n'est pas à la fin de l'histoire, dans le sens où il y a eu un début, il y a eu une fin de ces périodes-là. Je ne dis pas que ces quartiers n'existent plus, c'est pas ce que je sous-entends. Mais je sous-entends que, est-ce que la boucle n'est pas forcément bouclée quand tout d'un coup, c'est passé dans le conscient ou l'inconscient collectif, tout d'un coup, et que ces cas pour celles que vous nous renvoyez d'un certain passé proche, mais un passé, de se dire, bah voilà, là, est-ce qu'on n'est pas passé à autre chose qui est en train de se faire? Ma question. Alors, vous avez raison, mais... J'en sais rien si j'ai raison, c'est l'effet que ça m'a fait. Non, mais vous avez raison, si ce n'est que... moi, je partage, vous avez raison, en tout cas, je partage un certain nombre de ce que vous venez de dire, sauf l'expression de la fin de l'histoire. Évidemment. Ça, mais... Voilà, et moi, je suis frappé évidemment, de la pluralité des histoires.
Parce que là, depuis tout à l'heure, finalement, on a sombré dans ce que je dénonce moi toujours, c'est-à-dire cette présentation globalisante de quartiers extrêmement divers. Ces quartiers que je représente, qu'on représente sur la carte postale, qu'on avait appelés de manière diverse, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. On en a produit une vision unifiée, mais le Clos du Roi à Vierzon, Malakoff à Nantes et les 4000 à la Courneuve, c'est aussi différent que Vesoul, Jakarta et New York. Vraiment, ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'ailleurs, les cartes postales montrent cette grande diversité. Tout à fait. Donc j'encourage, mais je le dirai à la fin, d'aller sur Twitter. Et donc voilà, déjà ce sont des histoires urbaines, des histoires voilà. Et puis et en plus on est quand même dans un moment de grande divergence des évolutions territoriales au-delà de ces quartiers, des trajectoires des villes en ce moment. Et donc là aussi le rapport d'un quartier à la ville et sa place dans la ville et sa population n'a évidemment pas la même chose dans une métropole mondiale, une métropole régionale et dans une petite ville industrielle. Alors je vous arrête, mais c'est juste parce que en vous écoutant, évidemment, vous recadrez un peu mes idées. Et donc j'ai enfin ma question provocatrice. Est-ce que ces quartiers-là, dans toutes ces diversités, on peut les qualifier de quartiers historiques ? C'était ça ma question. Ok. C'est une autre question que celle que j'ai compris, mais c'est une question. C'est une question. Moi, alors, je pourrais vous faire une réponse administrative. Réponse administrative. Le ministère de la Culture a organisé le classement patrimoine du XXe siècle d'un certain nombre de ces quartiers. Pas tous. Loin de là. Mais je crois une cinquantaine, quelque chose comme ça. Il y a une cinquantaine de quartiers qui ont bénéficié de ce label, qui est un label du patrimoine historique, alors qu'il n'a pas le même degré qui n'est pas un label très protecteur, et ça n'empêche pas que certains de ces quartiers labellisés par le ministère de la Culture patrimoine historique font l'objet aujourd'hui d'opérations de démolition. Il y a une sorte de lutte aussi au sommet de l'État entre les cultureux et les aménageurs. C'est très intéressant en tant que tel. Et donc oui, le ministère de la Culture a dit, ça fait partie de notre patrimoine, au même titre qu'il y a un patrimoine industriel, et il y a d'autres formes de patrimoine. Bon. Moi, je pense que c'est très important symboliquement. Et puis, je pense qu'effectivement, il y a un grand nombre de ces quartiers qui ont une vraie valeur patrimoniale. Il y en a certains qui n'ont aucune valeur architecturale, etc. Et bon, je ne vais pas me battre jusqu'au bout pour les défendre. Maintenant, au-delà de la question stricto sensu patrimoniale, définie comme telle par le ministère, ça fait partie, en tout cas, très 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 clairement de notre imaginaire collectif, de notre histoire. Quand bien même on n'aurait pas grandi dans ces quartiers, quand même, ces quartiers que certains d'entre nous n'ont jamais fréquentés d'une quelconque façon. C'est des quartiers qui sont tellement présents dans l'espace urbain, dans le territoire français, et qui sont tellement visibles, parce que la spécificité de ces quartiers, du fait de leur morphologie, de leur forme et de leur localisation, les rend extrêmement visibles. Quand bien même on n'y a jamais mis les pieds, de toute façon, il suffit de prendre un autoroute en France, quel qu'il soit, on passe à côté. Je conseille de prendre le train. Le train, c'est l'idéal. Le train, l'autoroute, mais peu importe. Je veux dire, à part l'avion. Mais même en avion. Mais encore, atterrir à Roissy, c'est assez phénoménal. Suivant le sens du vent, quand on atterrit à Roissy ou qu'on atterrit à Orly, il y a des. À l'époque où je prenais l'avion, je me souviens de ce plaisir d'arriver de nuit sur Paris et sur Orly notamment, et de reconnaître les cités, de les nommer. L'effet pervers de l'image aérienne. Ça rend esthétique, tout est bien. Je pense qu'on photographierait Alep, ça serait joli, de façon aérienne. C'est terrible. Le Corbusier, 1934, écrit 33, je sais plus, écrit un livre sur la vue d'avion, explique que la ville doit se découvrir depuis l'avion. C'est la bonne échelle, le bon niveau pour comprendre, pour lire et sans doute pour construire ces quartiers tels qu'il les imaginait lui. Donc oui, pour revenir, ces quartiers, ils sont dans notre patrimoine culturel collectif et individuel. On a tous cette représentation, parce que ces quartiers, ils ont toujours été dans les paysages de nos vies. Et puis ces quartiers ont pris une telle place dans le débat public, dans les représentations artistiques, le nombre de films, etc., est dingue, que oui, ces quartiers, ils font partie de nos histoires. Alors une dernière question, et ça sera en termes de conclusion.
c'est un peu de prospective en fonction paradoxalement du socle qui est le vôtre, non seulement vos connaissances universitaires et l'appui de ce support léger, populaire, et ce qui fait vraiment la puissance de cette forme parallèle d'histoire urbaine qu'est la carte postale. Alors l'avantage de l'histoire, c'est qu'on arrive à peu près à isoler plus ou moins une zone, un territoire, on va dire une architecture. Et à votre avis, c'est quoi les nouveaux quartiers qui vont rentrer dans cette logique-là ? Est-ce que vous avez une idée de ce qui va ? Est-ce que c'est pavillonnaire ? On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes qui nous a renvoyé. Le rond-point, j'en sais rien. Mais franchement, je veux pas vous. C'est pas du tout une question piège, c'est vraiment une question intéressante de prospective, de se dire, ils sont où ces quartiers où on pourrait refaire ce même type d'histoire maintenant ? Potentiellement, en tout cas. Bonne question. C'est-à-dire qu'il y a deux manières aussi de lire l'histoire de ces quartiers. Hein. Moi, je répondrai différemment à votre question, suivant que je me place du point de vue social ou du point de vue urbain. Ou du point de vue, voilà, c'est-à-dire que d'un point de vue social, ces quartiers qui étaient des quartiers de la classe moyenne, qui se sont paupérisés et qui ont connu des difficultés de vie sociale à la faveur d'une grande mutation du capitalisme qui a été la fin du Fordisme, pour aller vite, très clairement, le parallèle ou le prolongement qui me semblerait naturel, ce sont un certain nombre d'espaces de lotissement périurbains. Très très clairement, et voilà, on voit d'ailleurs déjà les dynamiques dans les plus anciens d'entre eux. Ça, c'est d'un point de vue social. Même si, on pourrait, ça se discute, mais là, on est dans la discussion. Si je me place d'un point de vue urbain, ouvert, hein, c'est ouvert. Oui, d'un point de vue urbain et architectural, et comment des quartiers qui, par leur forme urbaine, avaient incarné une certaine forme de modernité et avaient mobilisé tous les investissements publics d'une époque et se sont très rapidement aussi dégradés et sont devenus, n'ont plus été au goût du jour. Alors, pour dire, j'ai envie de dire, ou bien finalement, tous les quartiers qui font l'objet d'une production, d'un aménagement public ont connu ces moments-là. Les villes nouvelles ont connu assez rapidement des moments de dégradation, de stigmatisation, même si on en est sorti. Mais je penserais, moi, surtout à ce qui est en train de sortir actuellement autour des gares du Grand Paris. Baladez-vous en ce moment en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, dans les Yvelines, suivez le trajet du Grand Paris Express, regardez, suivez les grues, hein, parce que partout à Paris, on est en train il y a des grues partout autour de ces futures gares qui sont en train de transformer des tissus pavillonnaires mélangés, bizarres, de briques et de broc, toutes sortes en fait, il y a aussi en sorte de nouveaux quartiers. Moi, je suis quand même très, très, très frappé de voir ces quartiers. Alors là, c'est des quartiers qui font l'objet d'une production publique, au sens où c'est un grand équipement public qui est à l'origine de leur aménagement, que certaines des opérations sont pilotées par des acteurs publics, mais fondamentalement, et alors là, par comparaison à ce qu'on a pu connaître au monde des UP, dans lequel c'est des opérations quasi intégralement privées. Ce sont des promoteurs privés qui construisent. Alors avec une logique de promoteurs privés, ils font leur job, hein, ils cherchent à faire de la plus-value et donc d'optimiser ce qu'ils peuvent sortir. On sort des horreurs, mais c'est d'une pauvreté architecturale, c'est misérable, c'est horrible, c'est surdense, il y a zéro espace public, zéro équipement public, ça va se dégrader à grande vitesse. Il y a un centre commercial quand même. Oui, un centre de franchisé, ouais. Non, c'est des cauchemars urbains qu'on est en train de construire, c'est effrayant, je dois dire que c'est effrayant. Pour la première fois depuis une trentaine d'années, les villes nouvelles, il y a une vraie politique urbaine avec une mobilisation de moyens nationaux colossaux. Tous les plus grands urbanistes, les plus grands architectes, programmistes qui sont là. Pour sortir quoi ? Pour sortir ces horreurs qui, dans 5 ans, 10 ans après leur livraison, seront alors architecturalement totalement démodées. Déjà, je pense qu'elles le sont déjà aujourd'hui parce que c'est la pauvreté de la pensée architecturale à l'état pur et les malfaçons seront là, la dégradation seront là. Et je pense que ce sont ces quartiers-là dont on pourra écrire l'histoire. Et alors, peut-être, ce ne sera pas la même, mais ça risque de ne pas être une histoire extrêmement joyeuse. Bien. Écoutez, merci à vous. Alors, j'encourage ceux qui vont écouter ce podcast, s'ils n'ont pas de compte Twitter, au moins, rien que pour ça, moi qui ne suis pas, vous vous rendez compte, c'est un libraire qui vous force à aller sur les réseaux sociaux.
Mais rien que pour ça, pour voir cette série de cartes postales, et puis l'avantage de Twitter, c'est qu'on va sur votre compte et on les laisse défiler les unes derrière les autres. Je vous avoue, c'est hypnotisant. C'est absolument terrible sur ces questions. Donc, merci Renaud Epstein de nous avoir consacré ce temps. Oui, je vous en prie. Pour les autres, surtout qu'ils attendent, dans quelques mois, il y a un ouvrage qui sort. Absolument, on va faire un peu de teasing, mais on refera une causerie pour ça. C'est noté. Merci à vous. Merci. Paroles urbaines, un abécédaire de la ville.